Bonjour, deuxième numéro d'Essai Libre. Nous sommes à Fleury-Mérogis pour nous entretenir avec Arthur Freyer, auteur Dans la peau d'un maton, qui vient de publier aux éditions Fayard. Alors pour lancer notre entretien, Arthur Freyer, une première question. En 2007, vous êtes jeune journaliste stagiaire à Ouest France. Et comment vous vient l'idée dès cette époque de travailler sur les prisons ? L'idée m'est venue quand j'étais encore étudiant en journalisme à Ouest France. Il y avait une maison d'arrêt surpeuplée à plus de 200%. J'ai voulu faire un sujet à l'époque et on m'a gentiment déconseillé d'abandonner l'idée en me disant que de toute façon la pénitentiaire ne donnait jamais autorisation. Moi ça m'embêtait un peu, j'ai voulu faire du journalisme justement pour gratter sous la croûte, voir un peu le fond des choses et là j'avais un sujet qui me tendait les bras et impossible de le faire. Donc je suis retourné dans mon école de journalisme à Strasbourg et durant un an j'ai mûri un peu le projet de comment infiltrer la prison. Et le meilleur moyen c'était de devenir surveillant. J'ai passé le concours de surveillant, je suis retourné habiter chez mes parents et je me suis mis à travailler en intérim pour me fabriquer ce que j'appelle un profil de diplômé précaire. Parce que la pénitentiaire mène ce qu'elle appelle une enquête de moralité sur chaque futur surveillant. Elle s'assure que les futurs surveillants ne sont pas des proches de détenus ni de victimes. Je savais qu'en enquêtant un peu sur moi, ils se rendraient vite compte que j'étais journaliste. Donc je me suis créé ce profil de diplômé précaire. Donc après une ébauche de formation, un début de formation très rapide qui va se poursuivre encore ensuite, vous débarquez ici à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez la première fois que vous arrivez ici? Quand j'ai débarqué à Fleury-Mérogis, la première chose qui m'a frappé, c'est la démesure de la prison. Elle est gigantesque. Il y a les cris des détenus, on voit des morceaux de fringues qui pendent aux fenêtres. Donc ça, c'est le premier sentiment. Puis après, on rentre à l'intérieur et le sentiment s'amplifie encore. Et quand on rentre pour la première fois sur la coursive, et qu'on ouvre pour la première fois une porte de cellule, c'est l'odeur qui prend vraiment à la gorge. Ça pue, la prison pue vraiment, on l'a dit 1000 fois. C'est quelque chose qu'il faut vivre, c'est un mélange de corps qui macère un peu dans son jus, de poubelles pas vidées, de clopes, les gens fument en permanence. Après 15 jours passés à Fleury-Mérogis, vous repartez en formation à Agen, à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et alors là, vous l'expliquez très bien dans votre livre, il y a un tour de table, tous les élèves, stagiaires rapportent les premières impressions qu'ils ont eues de la prison. Et là, il y a un sentiment général qui se dégage, c'est l'écart qui existe entre le théorique, la formation théorique qui vous est dispensée, et la pratique, et ce qui se passe réellement dans les prisons. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cet écart et nous expliquer pourquoi c'est finalement si différent? Ouais, l'écart qu'on constate tout de suite, c'est entre le théorique et le pratique, c'est directement lié à la surpopulation. On nous explique comment interagir avec 30-35 détenus par coursive pour un surveillant. Donc si un détenu ne va pas bien, on nous explique en théorie qu'il faut prendre le temps de discuter avec lui, comprendre son problème, en référer à notre chef, etc. Ce qui peut prendre 15-20 minutes. Dans les faits, sur le terrain, on se rend tout de suite compte qu'on a 2 minutes passées avec un détenu, c'est déjà trop parce qu'il n'y en a pas 35, il y en a en réalité 80-90 et que ce qu'on nous demande, le travail de réinsertion ou de prévention du suicide, si on sent qu'un détenu ne va pas bien, ça ne peut pas se faire. Vos formateurs et l'administration pénitentiaire à Agen, il y a 2 maîtres mots qu'ils ont tout le temps à la bouche et qui structurent l'activité de l'administration pénitentiaire. C'est d'un côté la sécurité et de l'autre côté la réinsertion. Visiblement, les deux sont très inégalement traités. Qu'en est-il de la réinsertion en prison? Donc oui, la pénitentiaire a 2 grandes missions qui sont inscrites dans la loi depuis une vingtaine d'années maintenant, qui sont la réinsertion et la sécurité. Dans les faits, la sécurité est très importante et la réinsertion est vraiment réduite à la portion congrue. C'est quand on a le temps, c'est impalpable, c'est pas quantifiable. Très souvent, on nous dit la réinsertion, ça passe par le fait de dire bonjour, au revoir aux détenus, faire en sorte qu'ils se lèvent à peu près à l'heure, qu'ils aillent à l'heure aux activités, donc c'est vraiment minime. Et c'est pas quantifiable, il y a rien, il y a aucun barème qui existe qui permette d'évaluer les surveillants sur leur travail de réinsertion. Alors qu'à l'inverse, il y a tout un tas de critères concernant la sécurité qui sont déjà en place. On découvre un monde à vous lire où, contrairement à une première impression qu'on pourrait avoir, l'écrit est extrêmement important pour les détenus, pour pouvoir avoir un certain nombre de demandes, des requêtes. Or, il se trouve que 20-25% d'entre eux sont analphabètes. Est-ce que le système ne confine pas un peu à l'absurde?
Ouais, le système est complètement absurde parce que c'est le règne de l'écrit partout. Un détenu qui veut travailler, il adresse une demande écrite à son chef. Un détenu qui veut un parloir, il adresse une demande écrite. Et c'est totalement paradoxal parce que les gens qui sont en tôle ont très souvent arrêté l'école très tôt. Certains ne savent pas lire, écrire, donc la proportion c'est à peu près un quart des détenus, 25%. Et quand ils ne peuvent pas, ils peuvent compter uniquement sur un surveillant, la bonne volonté d'un surveillant, ou sur leur co-détenu ou un autre détenu. Et il y avait un de mes formateurs à l'ENAP qui m'avait raconté une histoire assez drôle, si on peut appeler ça drôle. Il avait reçu un courrier d'un détenu pauvre qui lui demandait une rallonge de tabac pour la fin du mois, il n'en avait pas. Il reçoit la lettre commençait de façon assez classique. Je suis indigent, je demande à avoir un peu plus de tabac. Et la lettre se termine par « Et si vous ne m'en donnez pas, je t'encule ». Le chef convoque le détenu en question. Et après l'avoir questionné, il s'est rendu compte qu'il ne savait pas écrire et que c'était son co-détenu qui lui avait écrit la lettre. Donc voilà, si le chef n'avait pas cherché à aller un peu plus loin, il aurait pu le faire passer en commission de discipline et l'envoyer au mitard. Dans le livre, vous avez une image qui est très explicite. Vous dites que contrairement à un certain nombre de représentations cinématographiques un peu emphatiques de la prison, il y a de la misère, c'est un monde violent, c'est un monde dur, mais ce n'est pas forcément une violence spectaculaire. C'est une violence, vous dites, qui se distille goutte à goutte. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et nous faire sentir comment elle s'insinue et s'infiltre dans le quotidien d'une prison ? La misère se distille goutte à goutte parce qu'on est nourri de représentations de cinéma, de films américains, sur des émeutes, des gens qui se pendent, on a Prison Break en tête très souvent. Tout ça se mélange, on imagine quelque chose de très fort. Alors qu'il y a beaucoup d'ennuis en prison, beaucoup d'attentes. Une journée fait 24 heures, les gens passent 22 heures à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça, c'est cette durée qui s'étire. Et la misère, elle se traduit de mille façons. Il y a la misère intellectuelle. Peu de gens ont fait des études, peu de gens ont l'occasion de suivre une formation sur le long terme. Quand on est incarcéré pour 4 mois, on n'apprend pas à lire en 4 mois. Il y a une misère sanitaire aussi. Le nombre de personnes qui n'ont pas de dents, qui n'ont plus de dents en prison, le nombre de maladies. On retrouve des maladies qui n'existent plus à l'extérieur, la tuberculose, parfois la gale. Beaucoup de gens qui ont l'hépatite, qui ont le sida. La violence aussi, parce que c'est des gens qui parfois n'ont pas les mots pour régler le conflit, qui vont tout de suite au clash. Donc c'est la violence, alors avec un co-détenu, avec le surveillant. C'est tout ça accumulé, mis bout à bout, qui rend la prison tellement difficile. En fin d'émission, le traditionnel kiosque d'essais libres avec cette fois-ci 5 livres au programme de notre kiosque. Alors, le premier, Islande, Groenland, Vinland de Régis Boyer, notre spécialiste français des Vikings et plus largement des cultures scandinaves. Dans ce livre, publié aux éditions Arquet, Régis Boyer s'intéresse exclusivement au voyage que les Scandinaves ont fait vers l'ouest. Oui, vous entendez bien, vers l'ouest. L'Islande, vous étiez au courant. Le Groenland, c'est avéré historiquement. C'est dans ce livre que Régis Boyer apporte les éléments qui tendent à prouver que les Vikings ont découvert l'Amérique. Islande, Groenland, Vinland, de Régis Boyer. Deuxième livre, publié aux éditions Agone, La Cité à travers l'Histoire. C'est une réédition d'un immense livre, et pas seulement par la taille, publié par les éditions du Seuil en 1964, que Agone reprend. Un livre monstre qui brasse l'histoire des livres, de Minos, de l'Égypte, jusqu'aux mégalopoles contemporaines. Et déjà, Lewis Mumford s'inquiète de la croissance indéfinie des livres s'il n'est pas prise en compte la coopération sociale et la tentative d'harmonie écologique. Voilà un livre rare. Le troisième livre du kiosque, c'est La mort d'un pirate, publié par Zone Sensible, un tout petit éditeur, un de leurs premiers livres. La mort d'un pirate est un livre extrêmement curieux, tant par le fond, puisqu'il s'intéresse au début de la BBC, au début de la radiodiffusion et les querelles qu'elle a eues avec ses auditeurs qui voulaient concocter eux-mêmes leurs moyens de réception de la radio, et des premiers radios pirates en Angleterre. Et un livre encore plus curieux par la forme, puisqu'il s'ouvre et qu'il a le ton d'un roman policier. Le livre s'ouvre par une scène de meurtre au Barillet 12, un très curieux livre, mais ample, rare, assez rare, en tout cas du côté du rayon histoire.
Le 4e livre est publié par les éditions de l'Échappée, c'est l'Histoire populaire des sciences. Comment parler de ce livre? On a connu il y a quelques années l'histoire populaire des États-Unis, et cette manière de faire l'histoire est appliquée là à l'histoire des sciences. Ce livre débute au néolithique et se poursuit jusqu'au XXe siècle. Et l'idée force méthodologique du livre, c'est de dire qu'on a trop souvent tendance dans l'histoire des sciences à résumer cette histoire à quelques grandes figures, à quelques grandes découvertes, Galilée, Newton, Einstein, pour faire vivre. Et l'auteur Clifford Conner montre combien cette histoire, ces grandes découvertes ne sont que la cerise sur le gâteau, le fruit, la conséquence d'un savoir populaire, d'un savoir de commerçant, d'un savoir d'artisan, et que cette histoire des sciences doit prendre en compte ce savoir-là pour être au plus près de la vérité, de la manière dont se découvre la vérité sur le réel. Et dernier livre au programme, vous ne l'attendiez pas, et pourtant je vous informe de sa sortie, une biographie de Sainte Thérèse de Lisieux. Une biographie improbable, faite par Philippe Artière. Philippe Artière, c'est un historien au plus près des travaux de Michel Foucault, et qui, comme un DJ, comme un MC, met côte à côte plusieurs archives, le journal de Thérèse et des écrits de l'époque. Et de toutes ces traces écrites émerge la figure troublante de la sainteté de Sainte Thérèse. Pourquoi troublante? Il faut savoir que Sainte Thérèse, contrairement à tous nos autres saints, n'a strictement rien fait de spectaculaire. Elle n'a pas vu la Vierge, elle n'a établi aucun miracle, et pourtant, c'est la plus célèbre, quasiment la plus célèbre sainte de France. Pourquoi? Parce que c'est devenu la petite sainte, c'est devenu la sainte populaire, et c'est devenu la sainte de tous les poilus qui étaient au front, et qui écrivaient aussi bien côté français que même côté allemand un nombre de lettres absolument colossal. À une époque, à la fin de la guerre, elle recevait, enfin, le Carmel dont elle était issue, puisqu'elle était morte depuis longtemps, jusqu'à 1000 lettres par jour. C'est ces lettres, c'est ces d'autres sources écrites que Philippe Artière met côte à côte dans ce livre pour faire émerger la figure iconoclaste et inattendue de Sainte Thérèse. Ce deuxième numéro d'Essai Libre est terminé. On se retrouve pour une prochaine émission au mois prochain.